Et salut les investisseurs belges, une fois n'est pas coutume, on va parler de la taxe des plus-values en bourse et crypto-monnaies en Belgique. Il n'y a pas d'énormes news, je ne vais pas te faire miroiter n'importe quoi. Par contre, il y a pas mal de titres d'articles qui m'ont un petit peu interpellé en parlant du comportement des consommateurs. Le comportement des investisseurs belges par rapport à cette fameuse taxe. Comment les gens réagissent? Eh bien, tu vas voir que les gens ne réagissent pas de manière rationnelle. Et pourtant, c'est un cours d'économie de base. C'était prévisible. Le consommateur n'est pas parfaitement rationnel et informé. C'est un cours de base en économie qui t'explique qu'en gros, tu peux faire ce que tu veux et prévoir toutes les stratégies commerciales ou ici fiscales que tu veux. Les gens, on ne peut pas vraiment prédire le comportement humain puisque les gens ne vont pas réagir de manière logique. On peut se dire bah oui on va faire ça, c'est pas grave, et pourtant ça crée plein de problèmes. Tu vas le voir dans cette vidéo, je vais te raconter un petit peu ce que j'ai découvert. Ça va être un peu du réchauffé sur certaines choses, mais il y a eu pas mal de nouveaux abonnés sur la chaîne. Bienvenue à vous les abonnés GoTeco qui rejoignez les investisseurs belges. On n'est jamais assez nombreux. Donc ça va aussi être l'occasion de faire un petit rappel de ce qui se passe au niveau de cette fameuse taxe des plus-values. Je pensais qu'on aurait un texte assez rapidement. On arrive en avril ici, enfin on est en avril et on n'a toujours pas de texte final. On est toujours dans une sorte d'entre-deux, dans une période de transition ici. Il y a un régime transitoire. J'avais fait une vidéo fin 2025 expliquant que pendant cette période-ci, la taxe est théoriquement mise en place, mais elle n'est pas rétroactive puisque en 2027, on va analyser les revenus de 2026. Et donc, la taxe, elle n'est pas rétroactive sur l'année précédente, tu comprends? Donc théoriquement, c'est pas rétroactif et j'ai déjà répondu à cette question et puis de toute façon, je suis pas là pour défendre quoi que ce soit ou qui que ce soit. Je relaye juste des trucs que j'ai lus, certains avis et comme d'habitude, important de faire un petit disclaimer, aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit par rapport à ces fameuses taxes, aucun conseil fiscal. Je suis vulgarisateur de contenu, pas un influenceur. C'est comme ça que j'aime bien me définir dans le sens où moi, je m'en fiche en fait de ce que vous faites. Je n'ai pas d'intérêt à vous pousser dans une direction ou dans une autre. Je n'ai rien à vendre à part une petite formation pour les investisseurs belges. C'est le premier lien en description. Mais par contre, aucun produit financier. Donc je ne vous pousse jamais dans une direction. C'est important de faire ses propres recherches, d'être responsable de ses investissements puisqu'investir comporte des risques de perte en capital. Alors premièrement, ce qui ne change pas et que je vais répéter assez rapidement, on aura une taxe de 10% sur les plus-values, on l'a déjà en fait théoriquement, mais il y a une exonération sur les premiers 10 000 € de plus-value réalisée. Donc ce n'est pas sur la plus-value latente, comme on avait parlé aux Pays-Bas et tout, si tu as entendu parler de ça et si tu as peut-être vu ma vidéo il y a déjà quelques semaines. Et donc on parle d'une exonération de 10 000 € par personne par an. Donc si on est en couple, on pourrait doubler cette exonération. Déjà ici, on peut voir qu'il y a de petites optimisations qui se dessinent. Attention quand même que faire des actions pour la fiscalité, d'accord, dans un but ici fiscal, c'est généralement une mauvaise idée parce que en fait, c'est un critère parmi les autres, la fiscalité. Et je vois beaucoup de gens qui sont déjà en train de se dire comment je pourrais optimiser ci ou ça. Pourquoi pas? Mais il faut faire une combinaison de critères et se dire, tiens, est-ce que par exemple, je vais en reparler ici, mais est-ce que par exemple, je vais vendre pour profiter de cette exonération alors que j'aurais peut-être mieux fait de ne pas vendre? Tu comprends? Parce que si je n'avais pas vendu, ce serait encore plus monté. Et donc, j'aurais gagné plus que cette malheureuse exonération ici qui est de à peu près 1 000 € puisqu'on parle de 10 000 € exonérés, c'est-à-dire 10% de 10 000, 1 000 € de taxes évitées possiblement. Mais bref, n'allons pas trop vite, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. On peut parler du système opt-in et opt-out, qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, puisque au départ, on pensait d'une vision assez simpliste, dire l'opt-in, ça veut dire que la banque s'occupe de gérer la taxe pour toi, et donc ils vont prélever l'impôt à la source, et en fin d'année, tu n'as rien à faire. Eh bien, ce n'est pas vrai. Tu devras quand même déclarer, réclamer ton exonération, déclarer tes moins-values, la déductibilité ou choisir une autre date si jamais il y a un problème avec les plus-values. Donc, il y aura quand même des trucs à faire. On attend le texte final, évidemment, j'insiste, mais tu comprends que l'opt-in n'est pas sans rien à faire. L'opt-out, de son côté, lui, signifie que la banque ne prélève pas. Et donc, c'est à toi de déclarer en fin d'année si tu dois payer quelque chose. Tu dois quand même déclarer dans tous les cas. Que tu dois payer ou non, tu devras déclarer et pouvoir prouver évidemment tes plus-values. Donc, on pourrait avoir besoin de te poser quelques questions. Attention, en cas de opt-out, les banques vont transmettre à l'administration fiscale une fiche fiscale mentionnant le numéro de compte, le montant total des plus-values réalisées et toute une série d'informations d'identification au niveau du titulaire du compte. Les banques ne transmettraient donc pas une liste d'opérations au fisc, mais plutôt une plus-value globale qui donne quand même pas mal d'informations et d'indications sur la taille du portefeuille de l'investisseur et ses activités. C'est pourquoi certains pensent que la partie opt-in serait plus dans la confidentialité puisque on ne devrait pas tout déclarer et tout dire au niveau fiscal.
Dans certains articles, j'ai pu lire que cette fameuse fiche fiscale, qui viendrait donc de l'opt-out notamment, pourrait déclencher un contrôle fiscal et que le contrôleur pourrait poser des questions supplémentaires, notamment sur tout ce qui est les quantités de transactions, le nombre de transactions, le type de produits qui ont été achetés ou vendus, et même peut-être l'origine du patrimoine. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est dans les données du baromètre ING. On apprend que 4 investisseurs sur 10 en Belgique veulent adapter leur stratégie. Donc près de la moitié des investisseurs disent « je vais m'adapter à cause de cette nouvelle taxe ». Chez les moins de 45 ans, donc les un peu plus jeunes, c'est plus d'1 sur 2 qui disent « bah ouais, moi je vais m'adapter, je vais changer certaines choses ». Et surtout, 13% des investisseurs disent avoir déjà vendu en 2025 à cause de la taxe. C'était compliqué, je me rappelle que c'était toute une histoire en fin d'année, on avait beaucoup discuté de ça sur la chaîne et ça monte même à 25% chez les jeunes apparemment. Donc c'est vraiment un problème puisque la taxe elle ne s'appliquait qu'après, mais le flou a fait, ça c'est mon avis, mais le flou juridique a fait qu'il y en a certains qui se sont dit punaise, moi je vais vendre certains trucs avant parce que j'ai envie de reset mon prix. Il y en a beaucoup qui parlaient de ça, ce qui n'était pas forcément une bonne idée puisqu'on était censé pouvoir reprendre une date dans le passé et tout et qu'il y aurait un point zéro, enfin bref. Encore une fois, rien qu'en le disant, c'est vrai qu'on voit que c'est assez flou, un peu compliqué et donc certains ont fait le choix de vendre des trucs fin 2025. Mais déjà là, on voit que c'est une réaction plutôt émotionnelle et pas forcément rationnelle, réfléchie par rapport à la situation. Cette peur fiscale peut donc coûter, j'ai l'impression, plus cher finalement que la taxe, dans le sens où on voit apparaître un phénomène classique, c'est que les investisseurs réagissent de manière irrationnelle et de manière émotionnelle. Certains vendent trop tôt, certains sont paralysés, ça j'en ai beaucoup qui me l'ont dit, ils sont paralysés en fonction de cette taxe, ils se disent ben moi je ne sais pas ce qui se passe donc je ne fais plus rien, je peux peut-être acheter encore des trucs mais je ne vends plus rien depuis des mois et des mois. Ils réduisent certains leur exposition au marché, ils arrêtent d'investir ou ils investissent moins. Résultat, ils veulent éviter une taxe de 10% et finalement ils se privent potentiellement toujours, de bien plus de rendement ou de choses bien meilleures. Certains arbitrages deviennent donc carrément contre-productifs. Parlons aussi de l'illusion de cette fameuse optimisation des 10 000 € par an. Certains parlaient de saucissonner les ventes et de se dire tiens, si j'ai 50 000 de plus-value, je vais la faire en 5 ans, 10 000 € par an pendant 5 ans, sachant aussi qu'il y avait cette augmentation, n'est-ce pas, que si tu ne prends pas l'exonération, elle s'accumule sur plusieurs années, mais ça on en reparlera quand on aura le texte. Et sur le papier, ça peut sembler malin, mais ils ont parlé de réglementation et de loi anti-saucissonnage. Donc c'est possible qu'ils bloquent un petit peu ça. Mais le problème, c'est que à chaque fois, tu vas payer la TOB, tu vas avoir des frais de transaction aussi qui peuvent être assez élevés sur des gros ordres. Tu vas aussi avoir le risque de rentrer au mauvais moment sur certains marchés ou de ressortir à un mauvais moment. Ça complexifie beaucoup la gestion, surtout pour des gens qui peut-être, comme toi et moi, ne sont pas forcément des experts non plus de la bourse, tu vois, qui font pas du trading et tout ça et qui donc peuvent se retrouver à faire des moves qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de faire, tu vois, pour des raisons fiscales. Et ça, je le dis haut et fort, faire quelque chose ici pour des raisons fiscales, c'est généralement une mauvaise idée. Après, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On peut penser qu'on est des grands optimisateurs, mais c'est souvent une mauvaise idée. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Alors avant de conclure, je te replace 2-3 éléments par-ci par-là. On peut reparler des courtiers étrangers, toutes les plateformes étrangères qui ne gèrent pas les taxes belges, comment ça va se passer pour l'investisseur qui sera d'office en opt-out, qui devra gérer sa TOB, son précompte, ses intérêts, mais aussi ici sa taxe des plus-values, etc. Donc ça va être assez complexe, j'ai l'impression, quoique on verra encore une fois quand on aura le texte final comment ça va se passer. Certains articles parlaient également de certains malins qui pensent à garder en fait des moins-values sous le coude en se disant le jour où j'ai une bonne année boursière, en fait je peux compenser avec ma moins-value que j'ai gardée parce que de toute façon cette moins-value elle permet de se compenser normalement avec les plus-values. Donc il y a des délires ainsi qui se créent. Ce qui sur le papier n'est pas ridicule, mais on en revient au même adage et que j'ai lu plusieurs fois d'ailleurs, c'est que ici décider des moments pour acheter ou vendre uniquement ici pour des raisons fiscales, c'est généralement encore une fois une mauvaise idée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans ce fameux baromètre d'ING, on voit aussi que 16% des répondants déclarent qu'ils investiront moins d'argent en raison de la taxe des plus-values. On craint donc une paralysie de certains investisseurs et donc moins de rente en TOB, moins de rente en d'autres choses, etc. Et donc finalement, la taxe qui pourrait rapporter moins que prévu. Bref, à ce stade, il nous reste encore beaucoup d'inconnus sur les méthodes de calcul, les systèmes, comment ça va fonctionner. Il nous manque aussi pas mal de choses sur les fameux profils fiscaux. Qu'est-ce qui va faire la gestion normale de patrimoine privé et qui va faire qu'on est dans ce bon père de famille? Qu'est-ce qui va faire qu'on est spéculateur? Le professionnel qui vit de son trading et tout ça ou de ses cryptos, machin. Évidemment, ça c'est plutôt clair, mais la frontière entre bon père de famille et spéculateur, c'est toujours un peu comme une épée de Damoclès au-dessus des investisseurs belges. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Encore comme d'habitude, aucun conseil en investissement. Si tu n'es pas abonné et que tu es resté jusqu'ici, c'est une catastrophe. C'est le moment d'appuyer sur le bouton. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.